Bonsoir à tous et bienvenue à vous pour ce premier numéro de Destin d'Exception. Et inspirante. Destin d'Exception va présenter les lieux emblématiques qui ont marqué la vie des invités de ces personnalités et qui ont aussi façonné l'histoire de France. Alors ce soir, notre premier invité, il a d'abord marqué les esprits avec un livre au succès retentissant, Mémoricide, publié chez Fayard. Il est auteur, conteur, homme politique, entrepreneur et créateur avec Le Puy du Fou. L'invité de Destin d'Exception est un hussard blanc qui pourfend, vous le savez, le politiquement correct. C'est un mousquetaire qui est armé d'un panache, un panache bien français. C'est aussi un combattant facétieux dont la vie et le destin, vous allez le voir tout au long de cette émission, s'apparente à une forme de cavalcade, à la fois de l'âme et de l'esprit. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue à vous. Bienvenue aussi. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis très heureux, très ému parce que c'est moi qui essuie les plâtres. Non, ne le voyez pas ainsi, au contraire. Ouais. Moi, je le vois comme un honneur de vous recevoir pour cette première. C'est un jeune public, je voudrais en parler, qui nous entoure, cher Philippe, qui est en grande partie venu de l'Institut de formation politique. Ce sont des jeunes qui sont engagés dans la vie de la cité, pour la société. Et je remercie le cofondateur de l'Institut de formation politique, Alexandre Peuzet. Voilà, ça fait du bien. La jeunesse nous entoure. Et venu écouter aussi Philippe de Villiers, un novateur qui pense toujours à demain sans forcément se départir de sa nostalgie féconde. Votre vie, votre parcours représente une histoire digne d'un roman que l'on va feuilleter ce soir. Et si vous le voulez bien, on va la raconter, cette vie, en déclinant d'abord, ça me paraît normal pour commencer, vos attachements personnels, pour comprendre votre trajectoire en démarrant. C'est le plus logique, par la terre, le pays de votre enfance, par le petit gars Philippe de Villiers que vous étiez, en Vendée, évidemment, cette terre, ce lieu si emblématique, si important. Quels étaient vos premiers éblouissements, enfant? Je vais vous répondre, Sonia, mais je voudrais saluer les élèves de l'Institut de formation politique qui sont là, et le directeur fondateur, qui était un ami pour lequel j'ai une grande estime, qui fait un travail absolument remarquable, c'est la relève de l'élite française, Alexandre Peuzet. Merci d'être là avec Kate. Et j'essaierai de vous engager les uns et les autres par mes paroles pour que vous puissiez contribuer à sauver la France, les uns et les autres. Alors maintenant, je réponds à votre question, Sonia. Mes premiers éblouissements. Alors, je suis né dans le bas bocage de la Vendée, au bord d'une petite rivière qui s'appelait la Boulogne. J'étais un petit gars qui courait à la campagne et qui cueillait sans le savoir des fleurs de civilisation. Chaque matin, montaient à mes persiennes les trois bruits qui réveillent le village et les fermes alentours. Il y avait l'appel du coq, l'appel du jour, il y avait l'appel de l'enclume du forgeron, Eugène Grelier. On était tout près du bourg, on entendait l'enclume, l'appel au travail. Et puis le troisième bruit, la troisième mélodie, c'était la cloche de l'Angélus, l'appel à la prière, dans le sillon. C'était une symphonie, et qui a changé le cours de ma vie dès l'âge de 5 ans, sans le savoir. Mes héros d'enfance n'étaient pas des sujets littéraires. C'était des personnages de ferme qui m'ont tout appris, à commencer par la langue. Ma première langue n'est pas le français, c'est le patois vendéen. Ma première langue, c'est le patois vendéen, c'est-à-dire une langue, une gouaille, une verve, des intonations, des onomatopées. Derrière cette langue, il y avait un art de dire, un art de rire, un art de pleurer, et même une manière discrète d'apprivoiser l'intime et l'ultime, avec des gens simples, rudes, qui mettaient de la poésie dans chaque pas
Et dans chaque interjection, et jusque dans les silences, en fait, la vie, ma vie d'enfance était un jaillissement de formes inouïes qui déposaient en nous des enchantements qu'à l'époque on ne voyait pas. Nous étions heureux, la vie était en société, la vie était une liturgie. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, en fait, il faut que je paye ma dette pour cette enfance heureuse, trop heureuse. Il faut que je paye ma dette à mon papa, à ma maman, à mes voisins, à mon panthéon de personnages dont je viens de vous parler et que je pourrais longtemps vous décrire. Et comment payer ma dette? Alors j'ai mis du temps à comprendre comment j'allais la payer. Et un jour, j'ai dit à mon père et à ma mère, voilà, je vais faire un hymne. Un hymne à mon enfance, un hymne à la Vendée et à la France, pour vous dire merci. J'ai cherché un lieu, je cherchais en fait une ruine. Je cherchais une ruine piteuse pour en faire une ruine glorieuse, qui soit au diapason de ce que j'avais vécu. Et sur une petite colline de bois mort, d'amnésie et de ruines, j'ai déposé mon hymne, c'est-à-dire que j'ai payé ma dette en nature et en lumière. La nature, justement, Philippe de Villiers. Vous avez vécu entre les haies bocagères et les chirons de granit. Nous sommes tous marqués par les paysages, les senteurs, les lumières, les sons de l'enfance. Vous tendiez l'oreille, je crois, à la douce mélancolie du chardonneret, que l'on appelait le Mozart des cimes, c'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que ce rapport avec la nature, il était vraiment constitutif de votre... et il reste constitutif de votre parcours? Ah oui, tout à fait. Je ne suis pas trompée sur le chardonneret. Non, pas du tout. C'est bien le Mozart des cimes. Mais je peux vous parler du chardonneret. Méfiez-vous, Sonia, parce que... Non. Restons sur la nature. Le chardonneret, il a un répertoire éblouissant. Il a ce qu'on appelle des rafalements harmonieux. Et on l'appelle l'oiseau des noces. Et en fait, moi j'ai vécu du pacte nuptial de l'homme et de la terre. C'est-à-dire qu'on nous apprenait, on était comme les plantes, on vivait, on respirait entre l'humus et la lumière. Et je descendais au bord de la rivière pour écouter pendant des heures la musique argentée des peupliers de tremble, très caractéristique, et je fabriquais, je reviens au chardonneret, des flûtes de Javel pour donner la réplique au chardonneret. Et j'avais le sentiment, j'avais la certitude, qui faisait rire mes copains, que je lui donnais la réplique et qu'à la fin c'était lui qui cherchait à me répondre. Et donc en fait, l'histoire de chardonneret a été dans ma vie un moment déterminant pour des raisons que je suis prêt à vous expliquer, puisqu'à un moment donné, le chardonneret a disparu. Et donc ma vie a changé. Vous allez tout nous dire ce soir, nous expliquer, Philippe de Villiers, parce que je vous préviens, cette émission, c'est aussi une confession. Vous nous parlez des bonheurs de l'enfance, heureuse, très heureuse, vous l'avez dit, mais il y a quand même une prise de conscience majeure à l'âge de 10-11 ans. Vous découvrez l'autre Vendée. C'est important d'en parler, cette autre Vendée, celle qui pleure, celle qui a souffert. Quelle est-elle? Un jour, à 11-12 ans, mon voisin, qui était paysan, Samuel Gilbert, je passais mes journées avec lui. Il m'emmenait faire la fraissure, il m'emmenait aux moissons, il m'emmenait dans le sillon. Je suivais la charrue. Et un jour, il m'a dit, viens là, mon petit gars. Tu vois, ce chant, il a un nom spécial. Je dis, quel nom? Il s'appelle le chant de la braille. Je dis, c'est quoi la braille? Il dit brailler, le verbe brailler. C'est un enfant qui hurle. Je dis alors? Eh bien, les enfants, ils ont hurlé. Et ils sont morts. Ils n'ont pas été ensépulturés. C'était les enfants de Boulogne. Les colonnes infernales sont passées avec le général Turreau. Et donc, le chant de la braille, pour nous,
c'est quelque chose. Mon petit gars, les petits bonheurs, ça passe. Mais ça reste. Et à partir de cet instant, je portais en moi 2 Vendées. La Vendée festive, la Vendée qui est riche, la Vendée processionnelle, la Vendée exubérante, la Vendée triomphale. Et puis l'autre Vendée, la Vendée qui pleure. La Vendée interdite de récits officiels, marquée par un mystère de souffrance indicible. La Vendée douloureuse, silencieuse. La Vendée aux lèvres closes, scellées d'un signe de croix. On va quitter la Vendée, mais on va y revenir. On revient toujours à la Vendée. On va poursuivre notre cheminement, Philippe de Villiers, sur le tracé de votre vie avec l'arrivée à Paris. Sciences Po, la rue Saint-Guillaume, proche, très proche des lieux de pouvoir, des ministères, des assemblées, Paris, la capitale, tout son décorum. Qu'a représenté pour vous cette arrivée dans la capitale en quittant justement cette terre à la fois des bonheurs et des souffrances, la Vendée? Il faut savoir d'abord que pour un Vendéen, Paris, oui, c'est quand même la ville qui nous a envoyé les colonnes infernales. Et celui qui a été le chef des colonnes infernales, il a son nom sur l'Arc de Triomphe, il s'appelle Turreau. Donc, si vous voulez, aller à Paris, c'est pas évident. On dit d'ailleurs monter à Paris. Monter à Paris, oui. Oui. Et en plus, j'avais l'impression de vivre la virée de Galerne. La virée de Galerne, c'est quand les Vendéens ont franchi la Loire, ils ont quitté leur champ, leur chemin creux, et ils bataillaient plus à domicile. Ils étaient chez les autres. Et Charette leur a dit, il ne faut jamais quitter ces marais, ces chemins creux. Un footballeur dirait, il faut toujours jouer à domicile. Donc moi, je ne jouais plus à domicile. Et quand je suis arrivé à Paris, je vais vous dire, ça peut choquer, mais ça ne fait rien. Je me souviens de ma première impression, on était 3 copains de l'Ouest. Et alors, on nous regardait comme des Hurons au Palais Royal, donc des spécimens. Et on voyait des jeunes gens qui avaient le teint cireux, qui avaient un peu gominé à la James Dean, et qui avaient tous un manteau de l'Oden passé, des mocassins brillants, de couleurs vives, avec des clochettes. Oui, et puis ils avaient tous un parapluie pour ne pas crotter leurs choses. C'était des gens de la ville. Et ils fumaient des Pall Mall, ces cigarettes du plan Marshall, les cigarettes américaines. Et ils avaient tous sous le bras le défi américain de Servan-Schreiber, parce qu'il fallait tous qu'on soit des petits Américains. Voilà. Et je me souviens, mon premier souvenir, c'est Max Gallo, le grand Max Gallo, qui est devenu un ami, qui était un homme extraordinaire, et qui nous dit vous allez travailler sous le logotype de Machiavel. Et le logotype de Machiavel, c'était un renard et un lion. Et alors il nous disait voilà, le renard, c'est le conseiller, vous serez peut-être des conseillers, et le lion, c'est la figure du prince, de l'homme d'État, vous serez peut-être un homme ou une femme d'État. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en fait, le renard était capable de faire face aux filets, sans se prendre dans les filets. Et c'était précieux pour le lion, parce que le lion, lui, avait peur des filets. Le lion n'avait pas peur des loups, le renard avait peur des loups. Et donc, il y avait l'idée du conseiller et du prince, à vous de choisir. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à Sciences Po? Être renard ou lion? En tous les cas, à l'époque, à Sciences Po, quand même, vos professeurs sont, est-ce que j'oserais dire, des grands lions, en tous les cas des grands noms, Max Gallo, Jacques Delarosière, Raymond Barre. Est-ce qu'il y avait déjà, Philippe de Villiers, une orientation, une idéologie? Sans doute pas la même qu'aujourd'hui. Mais ce que vous venez de dire me fait penser à quelque chose, c'est qu'un jour, Max Gallo nous a dit « L'homme d'État est comme le lion », je crois qu'il citait Richelieu, « L'homme d'État est comme le lion, il dort les yeux ouverts ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est important en politique. Très important. L'orientation en Sciences Po, est-ce qu'il y avait une idéologie? Très bien pour guetter la trahison. Même des yeux dans le dos parfois. Oui, voilà. Et donc, alors, en fait, à Sciences Po, à l'époque, avec le recul,
il y avait deux mythes. Le premier mythe, c'était le mythe saint-simonien. En fait, on nous préparait à l'état profond. C'est-à-dire, Saint-Simon, il faut préférer au gouvernement des hommes l'administration des choses pour qu'un jour, les choses commandent aux hommes. C'était ça, Saint-Simon. C'était l'idée de la cité sans frontières. Et le deuxième mythe, c'était... en gros, le premier mythe, c'est en fait le fonctionnaire qui commande. Le politique n'existe pas. On lui donne les éléments de langage. Et le deuxième mythe, c'était le mythe de la social-démocratie, parce qu'on nous expliquait, donc c'était 1973-75, qu'on allait vers la convergence de l'Est et de l'Ouest. L'Ouest plutôt libéral, l'Est communiste, et qu'on allait vers la fusion des deux. La droite pour produire, la gauche pour distribuer. Et donc, en fait, c'était l'idée que le bien-être cosmique, je me souviens de cette phrase, un jour mettrait fin aux forces nationales mortifères. C'était l'idée qu'il fallait faire un procès à l'idée de nation. On était dans cette idée-là. Déjà. Pré-giscardienne. Voilà. Donc j'ai vécu dans cette ambiance, mais on était loin de ce qu'on a connu à partir de 2001, c'est-à-dire un gars qui est arrivé et qui... Richard Descoings, et qui supprime l'épreuve de culture générale parce qu'elle est trop sélective, et qui ensuite supprime le concours. Donc, à partir de Richard Descoings, un petit Vendéen a moins de chance qu'un gars de la Seine-Saint-Denis, vous voyez. Parce qu'on est recruté à ce moment-là, non plus à partir du principe de la méritocratie républicaine, mais en fonction du reflet de la société à venir. Quand on pense que Sciences Po a été fondée par Taine, Renan, François Guizot, qui voulait une nouvelle élite politique nationale, on voit qu'on est descendu très bas jusqu'au 7 octobre, puisque maintenant Sciences Po, c'est le kéfier, c'est devenu un happening du multiculturalisme universel. Sciences Po et l'ambiance de l'époque vous mènent à l'ENA. Et avec l'ENA, Philippe de Villiers, là, c'est vraiment la grande porte d'accès aux lieux de pouvoir. En France, ces lieux de pouvoir, ce sont les ministères, ce sont évidemment les deux assemblées, nos parlements, ce sont aussi les préfectures des communes françaises. Et c'est justement l'époque où vous découvrez la ville de Tulle. Elle est célèbre, cette ville, lors de votre stage à l'ENA. Et c'est quand même une chance incroyable. C'est-à-dire, vous faites votre stage au moment où Jacques Chirac est président du Conseil général de la Corrèze. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ouais, j'ai eu 2 coups de chance dans ma vie, mais comme disait Napoléon, j'aime les généraux qui ont de la chance. Incroyable, je suis stagiaire de l'ENA en Corrèze, et le président du Conseil général de la Corrèze, c'est en même temps le Premier ministre, 1976, Jacques Chirac. Et ensuite, quand je deviendrai sous-préfet, je serai sous-préfet du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui a sa propriété à Othon, et moi je suis sous-préfet de Vendôme. Oui. Donc j'ai eu maille à partir très vite, très tôt, ça a été formateur. Et donc j'ai bien connu Chirac, mais très bien, de près. Et par exemple, j'ai assisté à l'appel de Cochin, enfin la rédaction de l'appel de Cochin avec Marie-France Garot et Pierre Juillet, le parti de l'étranger avec sa voix paisible et rassurante, etc. Et puis... Et Chirac souvent s'emportait avec moi, disant « Tu nous emmerdes avec l'histoire, toujours l'histoire, etc. » Et je peux vous raconter une anecdote. On est là pour ça, allez-y, on vous écoute. Ouais, j'ose pas parce qu'elle est... Osez. Elle est gratinée. Ah. Mais je raconte ça affectueusement parce que j'aimais beaucoup l'homme, Chirac, quoi. Vos précautions commencent à m'inquiéter, allez-y. Un jour, on était à l'Élysée, je remplaçais François Léotard. Je le suppléais et il y avait autour de la table, c'était impressionnant, François Mitterrand, Helmut Kohl, Margaret Thatcher et Jacques Chirac. Et à un moment donné, il y a un trou dans la conversation que
Mitterrand tente de combler en disant, tiens, mais puisqu'on parle de l'année de la culture européenne, on était dans l'histoire. Et il dit, mais puisqu'on est dans l'histoire, tiens, mais quelle est la date pour vous la plus importante pour votre pays et aussi pour l'Europe? Alors, vous, Margaret, et du tac au tac, elle répond 1215, la Grande Charte. Et Mitterrand, dans sa barbe, dit, évidemment, c'est une date anglaise, donc on ne peut pas demander à un Anglais de faire de l'Europe. Et ensuite, et vous, Helmut? Helmut Kohl réfléchit un instant, il dit, ah, une date, bah oui, européenne, oui, 1648, les traités de Westphalie. Ah, un petit temps d'arrêt, et à ce moment-là, je vois que Chirac se prépare, parce que ça va tomber sur lui, et moi je me prépare aussi d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a Margaret Thatcher qui dit, et vous, Jacques? Chirac prend son verre, il avait son verre et sa bière, et il dit... alors, non, Mitterrand d'abord. Mitterrand dit 1661, la prise de pouvoir de Louis XIV. Et Chirac, proximité des dates, fonce dans la mousse, et il prend son verre et il dit 1664, Cronenbourg. C'est véridique? Oui, absolument véridique. Et après, je vais le voir et je lui dis... mais c'était de l'ironie. Et il dit, on s'en fout. Voilà. Bon, c'était Chirac. Non, mais attendez, on va poursuivre l'anecdote. Et vous, qu'auriez-vous répondu alors? Alors, je n'ai pas eu la question. Eh bien, je vous la pose ce soir. Vous avez eu le temps de vous préparer pour la réponse. Moi, j'aurais dit, en regardant Margaret Thatcher, l'anglaise, 8 mai 1429, la prise d'Orléans par Jeanne d'Arc. Ça aurait mis une sacrée ambiance au dîner. Voilà. Et ensuite, j'aurais dit la langue française, mars 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Puisque la France, c'est d'abord une langue. C'est une romance qui embrase le roman de nos vies. On est les seuls à avoir une langue qui soit aussi un vecteur de la poésie. Ça, vous allez nous en parler. Peut-être que vous en avez parlé et peut-être que vous avez aussi été choisi pour cela au ministère de la Culture. Philippe de Villiers, on va arriver maintenant au ministère. Vous avez été secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Le ministre, c'était François Léotard. À l'éducation, c'était René Monory. Alors, puisqu'on est dans la partie des anecdotes, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Parce que là, ce sont des personnalités fortes, parfois aussi truculentes. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient à l'esprit? Oui, parce que je vais voir Jacques Chirac et je lui dis, voilà, j'ai une idée. Ce serait un grand projet d'éducation artistique pour les jeunes Français, parce que pour faire un peuple amateur d'art, faire du peuple français un peuple amateur d'art. Et il me dit, c'est quoi ton truc? Je dis, ben, il faudrait faire pour les disciplines de la sensibilité ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance. Et donc, la fréquentation des chefs-d'œuvre, l'apprentissage d'une discipline et l'histoire de l'art. Il me dit, c'est excellent ça. Va voir Monory, ministre de l'Éducation nationale, et puis on verra bien ses réactions, et après on lance. C'est une très bonne idée. Je vais voir Monory, que je connaissais bien, c'était mon voisin, président du conseil général du département voisin. Et René Monory, qui m'aimait bien, il m'accueille, il me dit, qu'est-ce que c'est ton truc? Je dis, l'éducation artistique. Il dit, c'est pas des artistes qu'il nous faut, c'est des garagistes. Et parce qu'il était garagiste, lui. Il a été garagiste à Loudun. Et donc, c'était son fait de gloire. Ce que je ne conteste pas, il préférait les bolides aux profs. Il était ministre des profs. Bon. Et il me dit, ton truc d'éducation artistique, on s'en fout un peu. Tu comprends? Moi, je suis illettré, et puis tu as vu où je suis arrivé. Bon, voilà. Et il m'a même dit, je suis le premier ministre de l'Éducation nationale que je sois illettré, il y en aura d'autres. Et à ce moment-là, je lui dis, mais comment tu as fait? Je fais une incise, comment tu as fait pour arriver là, puisque tu es illettré? Et il me regarde et dit la devise de garagiste. Les cieux justifient les moyeux. Mais c'est émouvant. Oui.
d'arriver là, à cette place de la République avec un tel parcours. Autre lieu de pouvoir par essence, Philippe de Villiers, évidemment l'Assemblée nationale, le Parlement. Et lorsque vous passiez dans les allées de l'hémicycle, je voudrais que nos jeunes amis ici présents se rendent compte, pour rejoindre les bancs du gouvernement, quand même, vous serriez la main à l'époque d'Alain Peyrefitte, de Jean-François Degnaud, de Louis Mermaz, de Pierre Mazot. Moi, je n'oserais pas faire des comparaisons avec certaines personnalités aujourd'hui qui sont dans l'hémicycle, mais quand même, l'Assemblée ressemblait à l'époque à l'annexe de l'Académie française. Et aujourd'hui, à quoi elle pourrait ressembler l'Assemblée telle qu'elle est? À l'annexe de la fabrique du crétin numérique. Oh. Depuis qu'il n'y a plus le cumul des mandats. Avant, il y avait les députés maires. Donc les gens étaient hantés sur le réel, enracinés, ancrés. Là, aujourd'hui, c'est du hors-sol complet, quoi. Mathilde Panot, quoi. La bataille des punaises, de lit. Bon. De Gaulle disait, sous toutes les victoires d'Alexandre, il y avait Aristote. Et aujourd'hui, sous toutes les victoires de Mélenchon, il y a Mathilde Panot. Voilà. Et en fait, on a une assemblée où il y a beaucoup de psidacidés, dont l'appareil fondateur débite les éléments de langage de la technocratie de marché. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Et en fait, c'est normal. Pourquoi ? L'Assemblée ressemble à la société. Oh. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui ne soit pas violente dans une société qui est violente. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui ne soit pas déculturée dans une société qui est déculturée. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui redonne des repères dans une société qui n'en a plus. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui recivilise dans une société qui est décivilisée. Et donc, en fait, hélas, l'Assemblée est le kaléidoscope de la société française. Une société de la peur et de la honte produit une assemblée de la peur et de la honte. On va parler d'une autre assemblée, d'un autre hémicycle, et je crois que vos mots seront aussi durs, si ce n'est peut-être plus durs, puisqu'on va aller, Philippe de Villiers, au Parlement européen. Oui. Vous avez fréquenté évidemment cet hémicycle, vous avez été eurodéputé. Alors vous, dans une telle enceinte, ça me fait penser à une image, c'est tout de suite le loup dans la bergerie. C'est le renard, le lion, tout le monde en même temps. Qu'est-ce que vous avez vraiment appris ou compris pendant toutes ces années dans cet hémicycle au Parlement européen ? Jimmy Goldsmith, qui était mon ami, disait, quand on arrivait à Bruxelles, rien que l'architecture, c'est le fruit des noces monstrueuses de Staline et Kafka. Et je vais vous dire, ce que j'ai appris, alors j'ai vu de près cette Europe, en fait c'est un être des abysses, ce qu'elle craint c'est la lumière. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une chose que les Français ne savent pas, que les députés européens n'aiment pas trop exposer sur la place publique. C'est le système européen. C'est-à-dire que jusque dans votre bureau, du matin au soir, on frappe à la porte, c'est des lobbyistes qui viennent vous voir. C'est un système de corruption légale. Corruption légale, ça se passe ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours à la limite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour la dimension des roues des tondeuses à gazon, etc., parce qu'il travaille dans telle entreprise, etc. Moi, à l'époque, il y avait 50 000 lobbyistes, maintenant il y en a 70 000. Et ils arrivent jusqu'à l'hémicycle. Et donc, ils frappent à la porte. Et un jour, il y a un lobbyiste qui a laissé tomber son cahier. J'ai ramassé le cahier et j'ai vu. Alors, il y avait 3 catégories de députés dans le cahier, avec 3 couleurs. Il y avait la couleur jaune, la couleur marron et la couleur rouge. Alors, la couleur jaune, c'était corruptible. C'était quand même il y avait du certain nombre. Ouais. Ensuite, il y avait la couleur marron. Pour être honnête, pas trop, mais quand même quelques-uns. Ça, c'était les corrompus. Et où on rentrait sans frapper. Vous voyez. Et puis, les rouges, c'était non, faut pas y aller. Et moi, j'ai mis un panneau sur mon bureau que je mettais à chaque fois que j'arrivais à Bruxelles ou à Strasbourg, interdit aux chiens et aux lobbyistes. Voilà. Et en fait, quand je dis j'ai connu de près le Parlement européen, j'ai connu de près l'Europe, l'Union européenne. Et
ce que je vais vous dire maintenant n'est pas encore reconnu, mais le sera dans quelques années. Retenez bien ce que je vais vous dire. En fait, cette Europe, elle est morte. Pourquoi? Parce que l'Europe que j'ai vue, et l'Europe qui se traîne aujourd'hui, c'est une Europe sans corps, sans tête et sans âme. Une Europe sans corps, c'est inouï dans l'histoire du monde, pas de frontières. Au Conseil de Laeken en 2001, on a dit la seule frontière de l'Europe, c'est les droits de l'homme et la démocratie. Ça nous emmène loin. C'est inouï, pas de frontières. En d'autres termes, l'Europe a été conçue comme un corpus juridique et non pas comme un corps politique. Inouï. Deuxièmement, c'est pas seulement une Europe sans corps, c'est une Europe sans tête. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas élus à la tête. La commissionnaire en chef, l'impératrice von der Leyen, là, qui vient de nous assigner à résidence sur la défense, en disant voilà comment on va faire pour la défense, alors que la défense n'est pas dans les traités européens. Une Europe sans tête, ils appellent ça un pouvoir acéphale et mobile. C'est pour moi, les commissaires. Un pouvoir acéphale et mobile. Ou encore, un système de décision qui s'appelle la polyarchie délibérative, dans lequel il y a les lobbies. La polyarchie délibérative. En fait, c'est simple, la démocratie, comme l'avait dit Christophe Baudin dans une thèse remarquable et remarquée, la démocratie a été remplacée par la technocratie de marché. Et enfin, je dis une Europe sans âme. Donc, une Europe sans âme, jamais on ne fait allusion aux racines chrétiennes de l'Europe. Une Europe sans âme, c'est une Europe sans les États et avec un fédérateur extérieur. Le fédérateur extérieur, c'était l'Amérique, pendant des années et des années. Et maintenant, le fédérateur extérieur, c'est l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils veulent continuer la guerre en Ukraine. Sinon, il n'y a plus de fédérateur. Mais il n'y a pas de fédérateur interne. Il n'y a pas, si vous voulez... je me souviens très bien un jour de Giscard avec qui je parlais, avec qui j'ai débattu d'ailleurs. Ça a été rude. Au moment de la Constitution européenne, il se prenait pour on l'appelait le Jefferson de l'Auvergne. Et il m'a dit, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il n'y a pas de ressort de puissance. J'ai dit, mais c'est une folie, Monsieur le Président. Parce que vous voulez faire un nouvel État unitaire et sans ressort de puissance. Et quand on voit ce que je disais à l'époque, seul ou presque seul, désigné du doigt, traité comme un paria, et ce qu'on voit en ce moment, pas de ressort de puissance, on envoie le prix à payer. Un fédérateur extérieur à l'Amérique, quand l'Amérique s'en va, vous avez vu, c'est les petits garçons, ils sont perdus, et Macron joue à la guerre avec son Playmobil, comme il faisait avec McFly et Carlito, il ne sait plus où il est, ils ne savent plus où ils sont. Parce que voilà, il n'y a plus rien. L'Europe sans tête, l'Europe sans racines et l'Europe sans corps. Et sans âme. Alors on a besoin d'un supplément d'âme. Et c'est le moment, Philippe de Villiers, justement, de parler de ce supplément d'âme, de ce lieu central, évidemment, de votre vie, de votre destin, le Puy du Fou. Alors là, s'accomplit votre vie de créateur que des millions de Français, beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir connaissent et ont visité, probablement en famille, avec leurs enfants. Alors, moi, depuis toujours, je me suis demandé comment vous est venue l'idée de ce lieu, de cette terre. Comment, à la fois, vous avez trouvé cet hymne à la France éternelle et ce requiem pour la Vendée blessée. Comment ça vous est venu à l'esprit? Je vais vous dire quelque chose que je raconte dans mon livre Mémoricide, pour la première fois. Voilà. J'avais 11-12 ans. Je vous ai parlé tout à l'heure du Chardonneret. Un matin, en partant à l'école, avec mon frère Bertrand, cartable sous le bras, il y a une brume d'apocalypse. Tous les chênes sont à l'envers, souches en l'air, il n'y a plus de haies, et il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus d'oiseaux. Le Chardonneret n'est plus. Et on m'explique que c'est le progrès, c'est le remembrement. On a vu le plan Montschott. Et là, je dis à mon frère, un jour,
j'écrirais un opéra pour mon Chardonneret perdu. Et je pleurais. Et je me disais, et j'avais raison, c'est quoi le progrès, finalement? Un suicide par jour chez les paysans. C'est quoi le progrès? Le Mercosur? C'est quoi le progrès? On est en train de déléguer notre alimentation au monde entier. Et le deuxième moment douloureux et touchant, que je n'ai jamais oublié, c'est quelques mois après, j'entre dans la chapelle des Lucs, la chapelle qui a été incendiée par les Bleus, 560 morts, c'est le Radour vendéen. Il y a les plaques de marbre avec les noms, les enfants, les vieillards, les femmes. Et tout à coup, j'aperçois sur la dalle un cœur de pétales écarlates, toutes fraîches. Je sors avec mon frère, on demande, et quelqu'un qui jardine, il me dit, c'est quoi? Il dit, oh, c'est une dame qui vient tous les matins, vers 6 heures du matin. Puis elle s'en va, elle a un châle, on ne la voit pas, on ne la connaît pas. Donc je reviens, une fois, 2 fois, je cherche à savoir qui est cette dame. Et plus tard, je retrouve dans Verlaine la dame inconnue. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une dame inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend. Vous l'avez retrouvée? Et je me suis dit, et j'ai dit à mon frère, voilà, je ne vais pas faire simplement un hymne au Chardonneret, je vais faire un requiem pour la dame qui rend hommage à ses ancêtres. Et là, j'ai compris ce qu'était le sens de l'hommage. Ça, c'est la Vendée. Mais après, quand j'étais secrétaire d'État, Chirac m'a donné à traiter le dossier d'Euro Disney, l'implantation d'Euro Disneyland à Marne-la-Vallée. Et un jour, en présence d'Édouard Balladur, qui d'ailleurs était d'accord avec moi, je dis à Chirac, mais pourquoi on ne fait pas des parcs à la française sur l'histoire de France? Il lui dit, mais on n'a pas leur technologie. Et je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, vous vous rendez compte, eux, ils ont une petite souris, c'est tout. Et nous, on a Jeanne d'Arc. Bon, donc il rit, et voilà. Et là, je dis, bon, il me lance un défi. Jeanne d'Arc plutôt comité. Et là, je me suis dit, j'ai pensé à Cohn-Bendit. En mai 68, oui, le graffiti qui était sur les murs de la Sorbonne, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Et j'ai dit, tu vas voir si le vieux monde il est derrière toi. Tu vois, je vais le refaire, le vieux monde. Et comme le roman national était mort en mai 68, atteint par un cocktail Molotov, je me suis dit, il faut en France, à un endroit, refaire le roman national. Et il ne faut plus passer par la porte de la puissance, de la performance, de la grandeur. Il faut passer par la porte de la fragilité et de la beauté. Regarde la France. Non pas regarde la France comme elle est puissante. Ça, c'est fini. Les enfants, aujourd'hui, sont des écorchés vifs. Les jeunes. Regarde la France comme elle est belle. Et c'est là qu'est né le Puy du Fou. Alors regardons comme le Puy est beau, grâce à vous, grâce aussi à ces bénévoles qui en ont fait un lieu exceptionnel et unique. Je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait, Philippe de Villiers, de ce documentaire qui a été diffusé sur C8, consacré au Puy du Fou, et qui met vraiment à l'honneur le travail incroyable, l'investissement incroyable, personnel, dans leur vie de tous ces bénévoles. Regardons. L'ambiance, c'est extraordinaire. Parce que bientôt, ils y croient autant que moi. C'est ça qui est fabuleux. Et tout est travaillé, ouvragé par eux, comme quelque chose de définitif, de durable et d'atemporel. Et en fait, on dirait qu'ils sentent, qu'ils pressentent qu'on va faire une œuvre qui va durer longtemps. Au bout d'un certain temps, je me souviens, il y en a un qui vient me voir et qui me dit « Pourquoi je ne suis pas là, moi ?» Je dis « Mais pourquoi ?»« Mais moi, j'ai un tracteur, moi. » Il dit « Alors ?»« Mais pourquoi personne n'est venu me demander, moi ?»« Ben, tu viens samedi. »« Ah ben d'accord. » C'est-à-dire qu'en fait, il fallait y être, quoi. C'est pas pour me remercier moi, c'est pas ça. C'est de dire comment on pourrait dire merci à nos ancêtres. Alors, Philippe nous dit, avec du son, avec de la lumière, on va composer un poème allégorique. Nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un poème allégorique. Mais on le croit. Après les agriculteurs, les premiers artisans arrivent. Le chantier avance. Tout le monde donne de son temps sans compter.
Les gens ont confiance, les gens me croient. Je leur dis, on va faire le plus grand spectacle du monde, sur la plus grande scène du monde, avec le plus grand nombre d'acteurs du monde, avec la plus grande coulisse du monde. Et les gens ne rient plus. Ils me croient. On vous croit. On vous croit aujourd'hui sur pièce et sur place. Aujourd'hui, le Puy du Fou est immense, Philippe de Villiers. Vous caracolez sur le toit du monde, après quand même que ce lieu ait été une ruine. Le Puy, aujourd'hui, c'est un véritable État dans l'État, oserais-je dire une principauté. Est-ce que dans cette principauté, vous avez un lieu en particulier qui vous tient à cœur? D'abord, je voudrais dire que quand on crée une œuvre, la difficulté, c'est la transmission. Et on a réussi la transmission, puisque c'est Nicolas, mon fils, qui est président du Puy du Fou, un président talentueux, charismatique. Et donc, en fait, c'est le Puy du Fou, c'est une charge morale. C'est pas du tout ce que les gens croient. Ils croient que c'est du business, etc. Dans la presse, on lit business, Philippe de Villiers, etc. Et d'ailleurs, je vais répondre à votre question, le lieu le plus touchant, c'est un tout petit coin dans la cour du Puy du Fou, devant les ruines, où il y avait une barrique. Je suis monté sur la barrique devant les 200 premiers volontaires, qui étaient plutôt des curieux que des volontaires. Et j'ai dit, voilà, je vois bien que vous êtes sceptiques. C'était le 11 mars 1978, je m'en souviens très bien. Je vois bien que vous êtes sceptiques. Je vais vous dire quelque chose. Je suis venu déposer dans cette ruine un acte d'amour, pas un acte de business. Et donc je prends devant le notaire qui est ici, Maître Gouraud, profitant de sa présence. Notez, maître, je prends 4 engagements. Je fais devant vous 4 serments. Le premier, il n'y aura jamais de droit d'auteur pour le créateur. Le deuxième serment, il n'y aura jamais de subvention, pour ne pas dépendre des collectivités publiques. Troisième serment, il n'y aura jamais de dividendes. Ce sera toujours la propriété d'un modèle associatif. Et quatrième serment, il n'y aura jamais de brevet extérieur. Cyrano, j'irai moins haut peut-être, mais tout seul. Ces 4 serments, sans que je le sache à l'époque, ont fondé nos 4 indépendances. L'indépendance artistique, l'indépendance économique, l'indépendance technologique et l'indépendance pédagogique. C'est précieux l'indépendance aujourd'hui. Puis je vous écoute. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sent, mais vous savez, je respire, je suis libre. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous respirez aussi bien et bien quand vous êtes loin de ce lieu? On a l'impression, alors ici on est dans les studios, on est à Paris, que vous êtes une sorte d'exilé quand vous n'êtes pas au Puy du Fou. C'est le cas? Je vais vous dire, jusqu'à ce soir, j'aurais répondu oui. Mais j'ai entendu dire sur CNews, chez Laurence Ferrari, et j'ai eu mon ami Elliot Deval au téléphone, qui est là d'ailleurs avec qu'on salue, oui. Et je le salue chaleureusement évidemment. Et affectueusement, parce que c'est grâce à lui qu'on fait une émission exceptionnelle. Parlons-en, l'émission avec Geoffroy tous les vendredis à 19h. Et j'ai vu que le président de la République avait l'intention de distribuer un kit de survie. Donc, pour pouvoir respirer à Paris, pour pouvoir boire de l'eau, etc. C'est très important. Décidément, papa Macron pense à nous. Voilà. Mais c'est vrai que, au bout de 2 jours à Paris, c'est un peu difficile pour un campagnard. Non, ne m'emmenez pas trop sur l'actualité. Vous savez que c'est un penchant pour les intervieweurs politiques. Mais puisque vous parlez de ce kit de survie imaginé en temps de guerre, vous venez d'une famille, et là c'est sérieux, Philippe de Villiers, de soldats. Une famille hantée par l'idée qu'il faut sauver la France. C'est aussi là, à travers le Puy du Fou, votre dette à la France, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une manière d'être redevable à notre pays? Je vais vous faire une confidence. J'appartiens à une famille pauvre et glorieuse. C'est pas de la noblesse d'Europe, c'est la noblesse d'épée. Donc, c'est une famille de soldats qui, depuis 1066, de génération en génération, de guerre en guerre, de marche frontière en marche frontière, a payé ce qu'on appelait l'impôt du sang. Ça veut dire que sur l'arbre généalogique de la famille, il y a marqué, sous chaque nom, est entré au service en telle année. C'est beau, hein, entrer au service. Et on sait ce que ça veut dire, entrer au service chez nous.
tombé au champ d'honneur en telle année. Quand moi je me promène en France, dans beaucoup de villages ou de villes, il y a un souvenir familial d'une bataille où on a versé notre sang. Et en fait, quand j'étais petit, mon père nous rappelait la bataille des Thermopyles. Et il disait, pour un soldat, c'est important de connaître cette histoire, avec l'écriteau épigraphique. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois. Alors quand on est dans la vie civile et qu'on appartient à une famille qui paye l'impôt du sang, sa manière à soi de payer l'impôt du sang, c'est de tout donner jusqu'au dernier souffle pour sauver le pays. Saluons au passage votre frère, Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. En cette époque où on parle de réarmement et d'efforts de défense, il avait tiré la sonnette d'alarme. Et il a écrit un livre magnifique qui s'appelait « Servir ». Tout est dit. On va poursuivre ensemble, Philippe de Villiers, ce grand tour des lieux de votre vie. Alors, vous êtes un homme de la terre, on l'a compris, de la haute terre, mais aussi un homme des mers et même de la haute mer, avec évidemment le Vendée Globe, votre deuxième création. Vous avez réalisé une sorte d'Everest des mers, une traversée du monde en solitaire et sans escale. Là encore, comment est venue cette idée? Comment est née l'aventure? Tout à fait par hasard. Le Crédit Agricole m'appelle en disant, voilà, on sponsorise Philippe Gentot, un Breton, qui est en train de courir le Boc Challenge, qui est en train de le gagner. On vous a choisi pour faire un film, on voudrait un film dans l'esprit du Puy du Fou, sur lui. Donc je pars avec une équipe, avec mon ami Jean-Claude Guilbert, et on filme Gentot. Et là, on se lie d'amitié, et il me dit sur un coin de table, juste à côté du Christ de Corcovado, Copacabana, moi, j'ai une idée, une course encore plus violente. Là, il y a des escales, il y a de l'assistance, une course sans escale, sans assistance. Et moi, je dis, tu sais, moi, je suis un marin d'eau douce, donc tu peux me raconter ce que tu veux. Et le lendemain de mon élection à la tête du département, je l'appelle et je lui dis, alors, ta course? Il me dit, ouais, mais je n'ai pas les moyens. Je dis, OK, on y va. Et ça s'appelait le Vendée Globe Challenge. Et après, on a fait tomber Challenge, ça s'appelait le Vendée Globe. Merci de parler de lui, parce qu'il est aussi à l'origine. Oui, bien sûr. C'est l'idée de Philippe Gentot. Puisque lui était un marin, moi pas. Mais en fait, moi, j'ai tout de suite compris ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'il y avait les racines, il y avait l'encre de granit, et il manquait l'encre de miséricorde, comme on dit dans la haute mer. C'est-à-dire, en fait, l'idée... On était, nous les Vendéens, on était traités de ruraux profonds, cutéreux, etc. Et je me suis dit, on va aller vers l'infini, faire le tour du monde. Voilà. Et je pensais à Jules Verne, évidemment, le tour du monde en 80 jours. Et surtout à Alain Colas, qui avait eu un mot magnifique, la mer, le plus grand stade du monde. Voilà. Et c'est une histoire extraordinaire. Le premier départ, c'est le 26 novembre 1989. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je vous amène à la mi-mars 90. On plante le décor ensemble, Philippe, dans la nuit sombre des Sables d'Olonne, depuis la côte. Une foule immense attend un héros. Au loin, eh bien, les petites lumières des bateaux qui accompagnent l'arrivée d'Écureuil d'Aquitaine permettent de distinguer les voiles. Mais le monocoque du héros Titouan Lamazou est quasiment immobile, bloqué en mer par manque de vent. Alors, excusez mon inculture, parce que moi, c'est vraiment plus qu'un marin d'eau douce. Comment on dit quand il n'y a pas de vent La pétole. La pétole. Ou alors le poteau noir, voilà. Au large de l'Afrique. Et voilà, et tout s'arrête. Et c'est ce qu'on va voir dans cet extrait, c'est le journal de France 3 qui raconte. Et regardez aussi comment, à l'époque, même le journaliste raconte ce moment. Regardez. Les voiles façonnent. Et après le suspense, qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? J'étais sur un bateau avec Jacques Chaban-Delmas. C'était un personnage immense que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup. Et on allait chercher Titouan Lamazou. Pourquoi Jacques Chaban-Delmas? Parce que c'était l'Aquitaine, il était président de l'Aquitaine. Et on a attendu. Et il me regarde, il me prend comme ça, puis il me dit « On emportera ce souvenir jusque dans nos tombes ». Hélas, il est parti. Mais je pense toujours à lui et à cette nuit-là. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, ce que j'ai découvert, et ce que les Français découvrent, c'est pourquoi le Vendée Globe est aussi populaire au fil des éditions, c'est qu'en fait,
tous ces marins qui sont des héros de la mer, ils nous apprennent deux choses qu'on a complètement perdues. La première chose qu'ils nous apprennent, c'est le goût du risque et le goût de la vie. Le risque de la vie du risque. C'est-à-dire il y a autre chose au-dessus de la vie biologique. Il y a les enchantements de l'âme et les soleils levants. Un skipper du Vendée Globe, il risque sa vie et il met au-dessus de sa vie quelque chose qui est plus grand que sa vie et qui est le risque de la vie. C'est-à-dire le risque de la mer, le risque de la trombe, le risque des 40e rugissants, des 50e hurlants, la vague scélérate que vous ne pouvez pas voir venir. Voilà. Et deuxièmement, ils nous apprennent le sens et le goût des voisinages. Alors c'est une curiosité, pourquoi ? Parce qu'en mer, tout est distance. Eh bien, quand il y a un marin en perdition, le lointain vient chercher le prochain. Et donc, il pratique le « aime ton voisin comme toi-même », alors que nous sommes des voisins numériques, distanciés, ils nous ont perdu le sens du voisinage. C'est eux qui nous rappellent le sens du voisinage. Ce que vous dites m'inspire quelque chose. Avec le Puy du Fou, finalement, vous avez réalisé la demeurance, et avec le Vendée Globe, vous avez réalisé la partance. Bon, c'est pas mal, quand même. Et le monde entier entend ainsi parler de la Vendée. Je voudrais parler à présent, Philippe de Villiers, d'un autre lieu. Et là, on passe à la fois des lieux de fête. Vendée Globe, c'était évidemment des grandes victoires, des grandes traversées, à des lieux aussi tragiques, parce qu'il y a eu un massacre. L'un des massacres les plus effroyables de la Révolution française, le massacre, vous en avez parlé tout à l'heure, des Lucs sur Boulogne. C'est la chapelle du Petit Luc. Solzhenitsyn est venu sur place. C'est une rencontre, évidemment, j'imagine, marquante. Et il est devenu un ami personnel. On a envie de vous demander, quelle leçon principale vous a-t-il transmis ? On a passé 4 jours ensemble, donc on s'est beaucoup parlé. C'était Nikita Struve qui traduisait. Pour répondre à votre question, il m'a mis en garde sur ce qu'il appelait la temporalité close des idéologies. Et il répétait « le système s'auto-raconte, le système s'auto-raconte ». C'est tellement d'actualité. Ensuite, il m'a dit, vous savez, vous, l'Occident, vous allez vers l'état ultime d'épuisement spirituel. Le juridisme sans âme, l'humanisme rationaliste et l'abolition de la vie intérieure. Et enfin, il m'a dit cette phrase que je répète souvent, « Aujourd'hui, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest ». On va regarder ensemble un extrait de la cérémonie d'inauguration du mémorial des Lucs en Vendée. Évidemment, vous en souvenez très bien, avec cette présence exceptionnelle, Alexandre Solzhenitsyn, accompagné de sa femme, et qui a répondu, Philippe de Villiers, à votre invitation. La Révolution française s'est déroulée au nom d'un slogan intrinsèquement contradictoire et irréalisable. Liberté, égalité, fraternité. Mais dans la vie sociale, liberté et égalité tendent à s'exclure mutuellement, sont antagoniques l'une de l'autre, car la liberté détruit l'égalité sociale, c'est même là un des rôles de la liberté, tandis que l'égalité restreint la liberté, car autrement on ne saurait y atteindre. Que dire après ça? La profondeur, la vision, l'intelligence. Peut-être après les lieux tragiques, Philippe de Villiers, et poignants, il y a aussi les lieux plus légers. Ça va nous faire du bien aussi dans cette émission où l'on mange bien. On peut vous trouver à l'heure du déjeuner ou du dîner, vous me suivez? Il y a certains restaurants, on peut citer quand même restaurant La Rotonde à Paris. C'est là d'ailleurs que vous croisez pour la première fois, m'a-t-on dit, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie de François Hollande. Comment vous est venue l'idée à ce moment-là de l'inviter au Puy du Fou? Il faut quand même y penser quand on le voit. C'est pas passé comme ça, non. Non. Racontez-nous. Il était en bas, sous l'escalier où il a sa table, avec Brigitte. Et moi, j'étais en haut. Bon, chacun ses habitudes. Il n'y a pas d'allégorie là-dedans, mais bon. Et Gérard et Serge, qui sont des amis, viennent me voir en disant le ministre de l'économie sait que vous êtes là et il souhaiterait que vous alliez le voir.
Bon, c'était sympathique. Donc je descends et je m'assois à leur table. On parle, on fait connaissance. Il est donc ministre de l'économie. C'est chaleureux, c'est sympathique. Très chaleureux. Ah, très. Très chaleureux. Il est séduisant. N'insistez pas trop, oui. Et elle est élégante et vraiment d'une grande courtoisie. Et en fait, lui, il me dit, de toute façon, je suis dans la transgression. Je suis allé pour le 8 mai à Jeanne d'Arc. Vous avez vu? Donc, je veux venir au Puy du Fou. Je veux venir absolument au Puy du Fou, etc. C'est lui? Oui, c'est lui. Voilà. Et il est venu au Puy du Fou. Et quand il est venu au Puy du Fou, il a eu un mot, d'ailleurs. Je suis venu chercher ici l'écho profond de la France de l'intime. Mais lors de ce premier dîner, je me souviens qu'il me dit: qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Français reconnaissent le président de la République comme quelqu'un qui n'est pas forcément normal? Comment vous voyez le rôle du président? Et je lui réponds du tac au tac: le président sera reconnu non pas pour ce qu'il aura changé, mais pour ce qu'il aura sauvé. Et moi, je vous fais une recommandation: c'est que des bavards depuis des années. Il faut être laconique. Brevitas imperatoria, comme disaient les anciens, c'est-à-dire le mot rare, rester sur les cimes, s'entourer de mystères. Et à ce moment-là, Brigitte lui prend la manche et dit: tu vois, ça sera dur. Ça a été dur. Il ne vous a pas tellement écouté. Et donc on est parfois entendu, mais pas toujours écouté. Alors, lors de cette visite au Puy du Fou, il a fait une déclaration fracassante. Tout le monde s'en souvient, ceux qui nous regardent, ceux qui sont avec nous ici dans ce studio. À la question « Pourquoi un ministre socialiste visite le Puy du Fou ?», écoutons sa réponse. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance! Quand vous êtes ministre de la République. Et donc vous servez l'intérêt général. Ce sont deux belles formules. Servir, d'abord, et l'intérêt général ensuite, qui est ce qui doit rassembler tous les dirigeants politiques et ceux derrière quoi se retrouvent les Français. On a remarqué votre sourire. Comment je qualifierais votre sourire à côté? Je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait, on l'a emmené voir l'anneau de Jeanne d'Arc. Ah. Comment a-t-il réagi? Il était pétrifié. Il s'est retourné. Il m'a dit merci. Juste après, il a fait ses déclarations. Et j'ai dit à mon fils Nicolas, à l'oreille, c'est le premier miracle de l'anneau. Et du coup, Nico me dit, il faut peut-être en faire un autre. Et je lui ai dit, vous pouvez leur dire aux caméras que vous n'êtes pas multiculturaliste, que vous n'êtes pas progressiste, que vous n'êtes pas mondialiste. Et là, il a dit non, c'est pas possible pour aujourd'hui. Et donc j'ai vu que l'anneau de Jeanne d'Arc n'a fait qu'un seul miracle. C'est peut-être pour ça que vous êtes allé à l'Élysée ensuite, parce qu'il y a eu un autre dîner pour le convaincre justement. En tous les cas, c'est le temps des désillusions par rapport à Emmanuel Macron. Après toutes ces rencontres, Philippe de Villiers, est-ce que vous pourriez nous dire ce soir, est-ce que vous savez qui est le vrai Emmanuel Macron? D'abord, je voudrais dire qu'il a pour le Puy du Fou une vraie fascination, une vraie amitié. À chaque fois qu'il rencontre Nicolas, il lui dit « Alors, le Puy du Fou, comment ça va ?» etc. Elle aussi, Brigitte. Donc, il a une vraie fidélité pour le Puy du Fou. Parenthèse, il a contribué à son ouverture lors de la période de la Covid. Oui, contre son Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. On a bien noté. Bien connu de nos services. N'est-ce pas? Récemment interviewé. Oui, et donc... en fait, je vais vous dire, c'est la création du cercle de la raison. Il est resté le Young Global Leader. Et il a 3 parrains. Klaus Schwab, qui est le patron du Forum de Davos, qui a déposé dans ses synapses le creuset idéologique plutôt le brouet idéologique du capitalisme global. Attali et Minc, qui l'ont détecté à la poêle à frire et qui l'ont initié au Happy Management et qui
lui ont appris à communier sous les deux espèces du multiculturalisme et du progressisme. En fait, souvent je me dis, quelle est sa France? Et ma réponse est la suivante. Sa nation secrète est une patrie cosmique dont les voisins sont les Global Shapers, les façonneurs mondiaux du capitalisme de surveillance. Ces façonneurs, en tous les cas, on ne les a pas retrouvés et on ne les retrouve pas dans vos meetings. On ne les a pas retrouvés. Évidemment, ils n'ont pas été conviés, et pour cause. Ces meetings, Philippe de Villiers, marquent aussi votre vie, votre parcours. Là, on parle du responsable politique, du temps où haranguer la foule. Et certains meetings, c'est ainsi dans la vie d'un responsable, sont plus importants que d'autres. Alors moi, j'ai pris, pour exemple, celui du Palais des Sports à la porte de Versailles. On est en 2005, évidemment, juste après la victoire du non au référendum sur la Constitution européenne. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit à l'époque ? Vous qui avez une mémoire impressionnante. Je ne peux pas oublier parce que... je ne peux pas oublier, vous allez comprendre pourquoi, quand vous regardez l'actualité. J'avais dit trois choses, j'avais construit mon discours autour de trois éléments successifs de démonstration. Premièrement, ils veulent faire l'Europe sans les racines chrétiennes, puisqu'ils avaient refusé de mettre les racines chrétiennes dans la Constitution. Et au même moment, ils voulaient faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, qui avait été signataire, qui avait paraphé le traité de la Constitution européenne. Et je dis, ils refusent de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, celle de Gaulle, et ils vont faire l'Europe de l'Atlantique à l'Aral, avec la Turquie. Deuxième élément, l'article 1.6 du traité, je m'en souviens comme si c'était hier, la supériorité du droit européen sur les droits nationaux. C'est tout le drame de nos ministres aujourd'hui, qui ne peuvent rien faire. Ils ont les mains liées, puisqu'ils ne commandent rien, puisque notre droit est un droit domestique. Je ne sais pas. Et troisièmement, oui, le plus important, en fait, c'est l'atlantisme. C'est le titre 5 du traité, consacré à la défense collective, qui est remise entièrement dans les mains de l'OTAN. C'est ça, le traité de la Constitution européenne, qui sera repris par le traité de Lisbonne. Et on en paye le prix aujourd'hui avec un parapluie américain qui se dérobe à nous. Je ne sais pas, Philippe de Villiers, si vous êtes entré en politique comme on entre en religion. Mais je sais qu'il y a un lieu qui vous tient à cœur aussi. C'est l'église de Bouillonne. Je voudrais en parler parce que c'est l'église de votre enfance, on y revient. Il y a aussi la Sainte-Chapelle, sur l'île de la Cité, là où Saint-Louis a échangé sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. Vous pouvez nous raconter ce lieu ? D'abord, l'église de Boulogne, c'est l'église de mon baptême. C'est l'église de mon enfance. Les paysages intimes, les sonorités natales. J'ai vécu la grande bascule liturgique. Votre moment sacré ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai grandi avec la messe des anges, le credo grégorien, etc. Et puis tout à coup, un dimanche matin, je vois le curé qui dit sa messe à l'envers, comme disait Claudel, l'autel qui est devenu une table à repasser, et il boit le vin dans un verre à moutarde. Et il est là, collégial, souriant, convivial, et il dit « je fais église », voilà, tout un nouveau vocabulaire, l'aggiornamento, ça, j'ai vécu ça. Et les social-sacristines montent au lutrin pour célébrer les énergies nouvelles, etc. C'était avant l'église verte, mais on y était déjà. Voilà. Et un jour, je vais aller voir le pape, quand on a décidé de créer une école qui s'appelait l'ICES, qui était un institut supérieur d'enseignement catholique. Le pape, donc à l'époque Ratzinger, pas encore le pape, et je lui ai dit tout ça, je lui ai dit, j'en peux plus, c'est la beauté qui sauvera le monde, de Dostoïevski. Il me dit, m'en parlez pas, etc. Et il m'a expliqué, si l'Église ne retrouve pas une liturgie, les gens partiront. Bon, voilà, c'était un pape qui avait vu juste. Alors, vous me parlez de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, en fait, c'est le roi architecte, incroyable, un génie.
il dit à son architecte, voilà, vous allez faire une verrière d'apocalypse qui, par sa sveltesse, représentera la victoire de l'esprit sur le corps et du vide sur le plein. Jusqu'à présent, c'est la pierre qui tient la lumière. Je veux qu'ici, ce soit la lumière qui tienne la pierre. Allez visiter la Sainte-Pelle, vous verrez, c'est ça qu'il a fait. J'ajoute qu'il y a un troisième lieu qui me touche, c'est l'abbaye de Fontcombault. Parce que je pense à Saint-Exupéry. Quand on écoute un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue, et il ajoute « Faites pleuvoir sur le monde comme un chant grégorien ». C'est un gémissement primordial et doux. Et je pense que les monastères sont peut-être le dernier refuge français. Avec cette idée qui me fascine, les moines se sont éloignés du monde pour le sauver. Mais c'est pour ça que je vous ai posé tout à l'heure la question sur l'exil. Exil intérieur aussi que vous vivez? Alors, le pire exil, ce n'est pas d'être arraché à son pays. C'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qu'on y a aimé. Et moi, j'ai lutté contre cet exil-là. Comment? En apprenant ce que mon père m'a enseigné, a enseigné à tous ses enfants, à être un conservateur. Qu'est-ce qu'un conservateur? Un conservateur, me disait-il, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se lève le matin, se lève en imprécateur, il s'indigne, parce que s'il ne s'indigne pas, c'est un ravi des Santons de Provence, un béni oui-oui. Il y a de quoi s'indigner. Lorsque j'ouvre mes volets, je suis prêt à boire un bol de crapaud. Je vais m'indigner. La lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Donc il faut s'indigner. Imprécateur le matin. Mais, disait-il, l'après-midi, sauveteur. On est le piolet à la main, on répare la falaise, on crée. Et en fait, j'en ai fait une devise à 18 ans qui m'a guidé toute ma vie. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Donc le conservatisme n'est pas une nostalgie, n'est pas un projet du passé, c'est aussi un projet d'avenir. Nostalgie féconde. On revient à ce qu'on avait dit au début. On arrive presque à la fin de ce numéro de Destin d'exception qui vous est consacré avec de nombreux jeunes qui nous entourent. Je vois leurs réactions depuis tout à l'heure et qui ont certainement visité peut-être le Puy du Fou ou certains de ces lieux que nous avons égrenés ce soir. À travers eux, Philippe de Villiers, à travers ceux qui nous regardent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qu'est-ce que vous leur dites à tous ces Français, quelle que soit leur origine? Qu'est-ce que vous leur dites et quelle image vous vous faites de la France? Alors d'abord, moi je leur dis, à tous ces jeunes qui sont ici, si vous êtes la relève, soyez là vraiment, c'est-à-dire revendiquez la France, exigez qu'on ne la défigure plus, qu'on ne la mutile plus, demandez qu'on vous la raconte et allez la chercher là où elle existe encore. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est le fond de toute ma conviction depuis que je suis jeune et que j'ai appris à connaître l'histoire de la France. Dans l'histoire de France, il y a deux mots qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est « tout est perdu ». Et à chaque moment, on croit que tout est perdu. Et ce mot est flanqué d'un autre mot qui vient le contredire. Tout est sauf. Tout est perdu, croit-on, et puis tout est sauf. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Il y a une relève qui dit « Ah non, non, tout n'est pas perdu ».
À chaque fois que la France est au bord de l'abîme, elle s'est accrochée à 2 moules qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. En fait, la France, c'est 2 millénaires d'une sémantique de relèvement. Et vous m'avez posé une question sur l'image que je me fais de la France. Alors moi, c'est une image poétique. Quand je vois les nombreux Français qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « Moi, je voudrais bien être français, mais je ne sais pas ce que c'est. » On me dit les droits de l'homme, on me dit les valeurs de la République, on me dit la laïcité, mais je ne sais pas ce que c'est dans ma religion, la laïcité. Je dis eh ben, la France est belle. Il dit « Ah bon ?» Parce que quand on présente la France sous l'angle d'un code, on ne donne pas accès à la beauté intime de notre pays, à son mystère, insondable. Et moi, en fait, à l'âge de 15 ans, je suis tombé sur une miniature du XVe siècle qui s'appelle le Jardin de Paradis. La France, le Jardin de Paradis. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les allégories que je vous livre. Première allégorie, il y a un palice d'osier armorié tout autour. En fait, c'est le précaré de Vauban qui va venir plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France, en fait, c'est le jardin des confins, c'est le jardin de la tempérance, le 7e climat, mais attentif à ses confins, parce que jalousé. Pourquoi? Parce que la France, ce n'est pas un acte de la nature comme l'Angleterre ou un acte du sang comme la Germanie. La France, c'est un acte politique. En d'autres termes, il n'y a pas de frontière naturelle. Et si le pouvoir politique n'agit pas, la France disparaît. Première image. Deuxième image, au milieu, il y a la domina, la dame. La domina, c'est la maîtresse. C'est elle qui commande. D'ailleurs, Michelet disait, la France est une femme. C'est un être moral doué de tendresse. La France est une femme. La domina, en fait, c'est l'allégorie du pays inventeur de la courtoisie. La France est un acte politique. La France est un art de vivre. Et troisièmement, au pied de la dame, il y a un petit enfant qui joue du psalterion. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que le psalterion, c'est le verbe. La France, c'est la langue. Et donc, la France est née d'un acte littéraire, d'une chanson de jazz, c'est inouï. C'est le seul pays au monde qui est né. Tu tourneras ma tête vers France la douce. France la douce, c'est l'acte fondateur du patriotisme français. Et puis un peu plus loin, il y a un 4e élément que j'ai découvert beaucoup plus tard. C'est l'arbre sec qui refleurit. Vous savez, c'est la tradition de l'arbre de Jessé. L'arbre sec qui refleurit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le peuple français, le peuple historique français. On croit qu'il meurt et il renaît. On va conclure. Philippe de Villiers, ce sera ma dernière question, parce que s'il est un livre qui vous représente, on a beaucoup lu vos ouvrages, c'est le dernier qui est un véritable succès, Mémoricide. Malgré tout ce que vous dites, vous avez écrit sur le mémoricide. D'abord, pourquoi ce titre? Et est-ce que finalement, on peut avoir une conclusion positive et pleine d'espoir avec un tel titre? Le mémoricide est à la nation, ce que le génocide est à un peuple. En fait, c'est la mémoire atrophiée, la mémoire pénitentielle. Mais je voudrais vous dire pourquoi, en fait, si vous me permettez, pourquoi je suis là avec vous et pourquoi je suis avec Elliot et Geoffroy tous les vendredis. J'ai attendu ce moment pour vous en faire la confidence. Parce que d'abord, il y a quelqu'un qui est venu me chercher par la Manche, qui est un ami breton, un homme d'altitude et de l'Armorique, un homme extraordinaire, et que je salue chaleureusement, qui s'appelle Vincent Bolloré, et qui m'a dit « il faut que tu parles français ». J'ai dit « mais non, je suis un paria, ils ne m'écouteront pas ». Si, maintenant, ils t'écouteront. Maintenant, les gens ont compris beaucoup de choses. Vous voyez, c'est un devancier, c'est un homme d'anticipation. Donc il m'a projeté, il m'a dit « lâche ta charrue comme Cincinnatus ». Et ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je fais tout ça, pourquoi je dis tout ça.
Parce que le pronostic vital de la France est engagé. Et pourquoi il est engagé? Parce que le peuple français sous-traite la fabrication d'enfants aux populations immigrées. Il ne trouve plus la force de se reproduire, de reprogrammer la vie. La France, en fait, porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire, dans sa longue histoire, bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée. Mais pour la première fois, elle doit affronter la crainte de disparaître. Pourquoi? Parce que la terre de France porte aujourd'hui deux peuples. Un peuple neuf, jeune, qui arrive avec ses fiertés, avec ses croyances, avec ses mœurs. Et un peuple hagard, exténué, qui a perdu la mémoire, qui a perdu la tête et même l'envie de continuer à vivre. Et donc nous sommes dans un face-à-face de deux civilisations qui ont chacune leurs valeurs, mais qui ne sont pas miscibles. La civilisation arabo-musulmane et la civilisation christiano-occidentale. Ceux qui disent qu'on va réformer l'islam ou qu'on va, avec la laïcité, régler tous les problèmes. Nous sommes d'accord sur ce point. Ils se trompent. Ils se trompent. Mais ils ne savent pas que Philippe de Villiers parle à tous et veut faire des Français de désir. Comme on a eu déjà cette conversation, je me souviens que vous m'aviez dit, il faut passer par-dessus tout, s'adresser aux Français de désir, aux Français millénaires, de la même manière, en proposant l'amour de la France. Mais l'amour de la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les Français de désir, regardez-nous, on va vous donner envie de nous ressembler. Encore faut-il qu'on soit capable de donner envie de nous ressembler. De nous ressembler non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation commune du patrimoine vital. Une nation, souvent on m'avait entendu le dire et je le répète, une nation c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Moi, Sonia, très tôt, très jeune, je suis tombé amoureux de la France. Je mourrai dans ses bras. Le plus tard possible, on l'espère, Philippe de Villiers. En tous les cas, merci d'avoir ouvert votre cœur, puisqu'on parle d'amour dans cette émission, votre album photo également, de ne pas avoir essuyé les plâtres, je l'espère. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici même, tout comme ce jeune public de l'Institut de formation politique. Merci à vous qui nous avez regardé pour ce premier numéro de Destin d'exception. Il y en aura d'autres, je l'espère. Vous avez compris le principe pour ainsi feuilleter l'album photo de nos invités, qui ont aussi quelque part façonné l'album photo de la France. Merci encore, très belle soirée et à bientôt.